Collègues, d'abord, c'est un grand honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. La Faculté de sciences d'éducation est une belle famille, puis on est heureux de savoir que vous allez vous joindre à nous pour ce travail-là, donc d'études que vous allez faire pour les 4 prochaines années. Donc, c'est un bienvenu, mais vous allez voir, ça va changer votre vie, tout ça. Donc, parce que l'éducation est un monde qui est super important et vous allez rapidement constater que les enseignants ont des places fondamentales dans la vie des individus. J'aimerais, avant de commencer formellement, vous faire en fait état de deux informations. La première est une lettre qui a été écrite, donc qui est là ici, que je vous laisse lire. Et je vous pose la question si vous savez qui a écrit cette chose-là. Donc, prenez un instant pour pouvoir la lire. Et je pose la question, est-ce que quelqu'un a une idée de quoi il s'agit? Vous pouvez faire une tentative, il n'y a pas d'évaluation ici. L'élève qui écrit à son professeur. C'est exactement ça. Un ancien élève pour être plus précis. Et l'ancien élève n'est pas n'importe qui. C'est Albert Camus au moment de recevoir son prix Nobel. La deuxième personne à qui il a pensé en termes de remerciement après la réception du prix Nobel, premièrement, c'était sa mère, et ensuite, ça a été un ancien enseignant. Et tout est là ici. Donc, ça vient vous dire l'impact fondamental que vous allez avoir en tant qu'enseignant sur les individus à qui vous allez enseigner. Et il ne faut pas oublier cette chose-là ici. Donc, imaginez si les prix Nobel ont comme condition nécessaire d'avoir des bons enseignants durant leur processus. Donc, on parle d'enseignants en mathématiques et en sciences techno ici. Imaginez tout l'impact que vous pouvez avoir aussi donc, au niveau social, au niveau émotif pour ces élèves-là que vous allez avoir. Donc, c'est quelque chose qui est très important et je vous demanderai de ne jamais oublier cette chose-là qui est excessivement importante. On entend souvent au Québec des gens taper, si vous me permettez l'expression, sur le système d'éducation. Donc, Mme Bombardier, pour qui j'ai du respect, néanmoins, disait il y a quelques années, donc, finalement, que le système d'éducation publique avait échoué au Québec. Et il faut aller voir les données empiriques pour pouvoir voir si effectivement cette chose-là est vraie ici. Le test PISA est un test qui est passé à tous les 4 ans, qui est fait par l'OCDE. Donc, c'est un test avec un devis aléatoire qui est passé dans plus de 70 pays dans le monde pour pouvoir comparer finalement comment les compétences des élèves dans les différents pays peuvent se comparer entre elles. Donc, ce qu'on a ici, c'est que toujours les 3 mêmes matières. Donc, on va évaluer la lecture, la science et les mathématiques. Donc, c'est vraiment les 3 compétences fondamentales qui sont évaluées à tous les 4 ans. Et ici, je vais vous donner une information qui va probablement vous étonner en vous disant que donc, les jeunes Québécois, les jeunes élèves québécois au secondaire, donc ça s'est passé à la toute fin du secondaire, sont parmi les meilleurs dans le monde. Et c'est un truc qu'on n'entend pas dans les médias. Je ne sais pas pourquoi. Cette étude-là, donc, porte sur des dizaines de milliers d'individus et au comparatif, depuis le début du test dans les années 2000, donc à tous les 4 ans, c'est toujours la même chose. Nos élèves québécois sont parmi les meilleurs au monde. Je vais vous montrer les classements, c'est très intéressant. Donc ici, ça, c'est un classement qui est tributaire donc d'une mise en rang donc qui est fait par un organisme qui est canadien. Donc, vous allez avoir le résultat pour le Canada, mais aussi détaché pour les provinces. Et ce que vous voyez ici, donc pour la compétence en sciences, ça va vous intéresser parce que vous êtes les futurs enseignants en sciences. Donc, on voit finalement donc, que les pays qui sont au top, les provinces aussi qui sont au top, il y a le Québec qui arrive juste derrière la Finlande. Donc, on a souvent l'exemple de la Finlande qui est un exemple où on fait waouh, on devrait avoir un système qui est aussi performant que celui-là. Si on regarde formellement les résultats du test PISA, donc qui est le plus grand test en éducation, le plus étendu qui existe, bien, on observe que pour la compétence en sciences, pour les élèves de 5e secondaire, on voit que nos élèves donc, sont très performants dans le top de ce qui se fait dans le monde et ils sont tout juste derrière la fameuse Finlande. On est au-dessus du résultat ontarien, canadien, donc la Nouvelle-Zélande est derrière nous, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les enseignants en sciences et technologies. Donc, vous formez parmi les meilleurs futurs élèves, donc finalement, en sciences techno. Et ça, c'est vous. Hein? Sans les enseignants en sciences techno, on n'a pas ce résultat-là qui est extraordinaire. Je continue. On va aller voir en lecture. Et encore une fois, les jeunes Québécois se classent dans le top de ce qui se fait dans le monde. Et on voit encore une fois que la Finlande, donc finalement, qu'on trouve comme étant un pays extraordinaire sur lequel on devrait prendre exemple, a quelques points au-dessus de nous. Donc, on est tout juste à peu près au même niveau que les élèves finlandais. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et en mathématiques, c'est une très bonne nouvelle.
les jeunes Québécois sont parmi les meilleurs élèves de 5e secondaire au monde en mathématiques. Et ce résultat-là est répliqué passation après passation après passation donc en mathématiques du test PISA ici. Donc, j'arrive avec des bonnes nouvelles. Vous allez entrer finalement, dans une province où on forme bien nos élèves selon les résultats du test PISA. Est-ce que c'est parfait? Évidemment non. Néanmoins, de parler finalement d'un déficit de qualité du système québécois d'éducation, ce n'est pas en accord avec les résultats donc, qu'on observe de manière empirique selon le test de l'OCDE, donc le fameux test PISA. Vous devez savoir aussi que quand on pose la question aux Québécois, donc, quelles sont les disciplines professionnelles les plus respectées et les plus respectables, eh bien, on observe année après année après année que les enseignants sont dans le top 10. Donc, les Québécois apprécient leurs enseignants, apprécient le travail qui sont faits. Et je pense que quand on lit cette appréciation-là ici, au résultat que je viens de vous présenter, il y a des choses intéressantes à se dire. Pour pouvoir faire une synthèse, finalement, les enseignants sont parmi nos groupes professionnels, je me permets de le mettre entre guillemets parce qu'on ne reconnaît pas les enseignants comme tels formellement, mais parmi les groupes professionnels les plus performants donc, que le Québec produit. Et on peut être fier de ça. Vous allez entrer dans une discipline professionnelle, donc finalement, qui est extrêmement bonne et extrêmement vaillante pour le Québec. Et on peut en être très fier. Le mot d'aujourd'hui est un mot de bienvenue. Vous n'allez pas avoir toutes les informations. Néanmoins, on va vous aiguiller, donc finalement, sur vos 4 prochaines années. On va avoir 4 invités de marque avec nous. Il va y avoir Catherine qui va nous parler de stage dans quelques minutes. Il va y avoir Elisa aussi, donc qui va nous parler finalement de la mécanique dans votre programme, donc les inscriptions et tout. Et à la toute fin, il va y avoir Héloïse, qui est une représentante étudiante, qui va venir vous parler finalement des services qui sont offerts aux étudiants à l'Université de Montréal. Vous avez compris qu'on a une vie étudiante qui est assez active à l'Université de Montréal, bon, en éducation. Donc, les assos étudiantes, on a un café étudiant. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées aussi. Donc, moi, je vais être heureux de vous voir participer à ces différentes activités-là ici. Donc, vous allez avoir le temps de poser des questions sur votre vie étudiante. Et je vais vous envoyer à la toute fin, donc, finalement aussi, il va y avoir une séquence pour les questions. On a, à cause de la séquence donc, qui est en ligne, on a créé au CFIM un espèce de document où il y a les principales questions. Donc, vous allez pouvoir aller voir là-dessus les informations qui vont vous intéresser. Néanmoins, tout ça pour vous dire que si jamais vous avez quoi que ce soit, je suis votre responsable donc pour la prochaine année au moins. Et si jamais vous avez donc des éléments, vous souhaiteriez avoir des éclairages, écrivez-moi à mon adresse email. Ça va être beaucoup plus simple aujourd'hui que d'avoir une espèce de séquence qui va être un peu chaotique au niveau des questions. Avant d'aller plus loin, est-ce que j'ai des questions? On peut se lancer dans le vif du sujet. Donc, ça vous va? Merci beaucoup. Programme de la séance d'aujourd'hui, d'abord, votre programme d'études. On va discuter un peu de ça mange quoi en hiver, finalement, ce programme donc, qui est en BES mathématiques ou BES sciences-technologies. On a mis les deux cohortes ensemble ici. C'est une habitude, finalement, qu'on a depuis des années. On va ensuite discuter de stage avec Catherine, donc le cheminement dans le programme et l'inscription avec Elisa, les services aux étudiants. Et finalement, il va y avoir les questions. Donc, comme je vous ai dit, on va vous envoyer un document où on a vraiment une espèce de foire aux questions qui ont été préétablies, qui sont donc posées année après année. D'abord, pour vous retrouver, le site Internet de l'université et de la faculté, donc, sont des musts. Vous ne pouvez pas passer à côté. Donc, vous allez avoir sur le site de la faculté les informations sur le corps professoral, sur les différents programmes, les cours à suivre. Donc, tout est là ici. Quand vous avez une question, donc moi, je vous suggère fortement de passer en premier par le site de la faculté. Et dans un deuxième temps, donc, si vous n'avez pas une réponse formelle à votre question, d'aller du côté donc, du email de vos TGDE. Donc, le TGDE, c'est quoi? C'est un acronyme finalement qui dit technicien ou technicienne en gestion de dossiers étudiants. Et c'est vraiment nos anges ici. Donc, quand vous allez avoir des questions formelles, il faut aller contacter ces gens-là qui vont pouvoir vous répondre. Et les gens donc, qui sont les plus importants pour vous dans le cadre de votre programme vont être ici. Donc, vous allez pouvoir avoir les informations sur les TGDE et vous allez même les voir. Donc, ils vont vous parler dans quelques minutes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà consulté le site de la Faculté des sciences de l'éducation? Donc, pour les gens à qui ça n'a pas été le cas, prenez le temps, donc après la présentation d'aujourd'hui, d'aller consulter ce site-là ici, qui renferme beaucoup d'informations d'intérêt. Votre programme d'études. Donc, vous aurez compris qu'on a une philosophie à la Faculté des sciences d'éducation et on veut former des enseignants qui vont pouvoir faire face au 21e siècle et les grands défis de la modernité, donc ici en termes d'enseignement. Et de quoi il s'agit? Il s'agit d'avoir des enseignants qui sont professionnels, donc avec un comportement
qui est irréprochable. Vous avez vu que les journalistes aiment bien parler des enseignants. Hein. Ce n'est pas sur la qualité de la langue, donc ça va être sur l'évaluation, est-ce qu'ils vont bien évaluer ces gens-là, ou sur finalement certaines spécificités de programme qu'on va souvent à tort, donc finalement défendre ou pourfendre. Donc, nous, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on va avoir des enseignants qui sont professionnels et qui vont avoir un comportement éthique, donc de premier plan. Et vous allez voir qu'à la faculté, j'en parle un peu plus loin, quand vous allez être évalué dans le cadre de dans le programme de premier cycle, vous allez avoir dans vos cours, donc pour les cours en classe, en général, c'est 2 notes. Donc, il va y avoir une note qui est une note formelle, donc qui est une note A+, A en moins, et ainsi de suite. Et il va y avoir une deuxième note qui est une note qui est liée à une des compétences professionnelles, donc qu'un futur enseignant doit avoir. Donc, ça veut dire que vous avez 2 notes par cours et ça va nous permettre d'avoir une meilleure idée finalement de comment vous débrouillez en termes finalement scolaires, la note qui est traditionnelle, et en termes professionnels, parce qu'on veut vraiment s'assurer que vous allez avoir les qualités requises qu'un bon enseignant doit avoir au 21e siècle. Ensuite, on va avoir des enseignants qui sont cultivés. Donc, vous allez être des passeurs de culture, vous allez être des passeurs de connaissances, des passeurs de compétences. Donc, c'est important de savoir qu'on a des gens qui sont cultivés devant nous et vous allez avoir un grand nombre d'opportunités dans le cadre de votre programme, finalement, pour pouvoir faire l'acquisition de nouvelles connaissances. On est chanceux à l'Université de Montréal pour les programmes en BES mathématiques et BES sciences technologies. On a affaire avec des départements donc, qui sont au top de ce qui se fait dans le monde. Donc, par exemple, dans les cours en BES mathématiques, vous allez faire des cours qui vont être dans la faculté des sciences de l'éducation. Donc, ça va être des cours essentiellement où on va vous montrer comment enseigner les mathématiques. Et vous allez faire des cours donc, qui sont des cours disciplinaires donc, à la faculté de mathématiques. Donc, au département de mathématiques, je m'excuse. Donc, là-bas, vous allez pouvoir croiser des grands chercheurs qui ont fait des avancées importantes en mathématiques. Donc, ça veut dire que vous allez avoir les pieds, finalement, dans 2 facultés. Donc, une qui est en éducation, la nôtre, et une qui est en sciences humaines, où il y a le département de mathématiques. Donc, vous allez pouvoir croiser des gens qui sont à l'avancée de leur domaine. Même chose pour les gens qui sont en sciences technologies. Vous allez avoir des cours d'un côté, du côté donc d'éducation, et vous allez avoir des cours dans le département de physique ou de chimie ou de biologie, dépendant finalement de l'orientation que vous voulez avoir. Donc, c'est très intéressant parce que dans ces cours-là, disciplinaires, vous allez être jumelé avec des gens, donc des étudiants qui sont dans ces disciplines-là. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une expérience qui, on le croit et on défend cette idée-là à l'Université de Montréal, très, très complète avec des chercheurs de pointe sur le sujet. OK! C'est quoi un bon enseignant? Eh bien, un bon enseignant, ça doit avoir des compétences professionnelles particulières qui sont reconnues par le gouvernement. Et ce sont des compétences qui sont très importantes dans le cadre donc, du travail qu'on fait à la faculté pour vous évaluer et finalement vous enseigner. Donc là, ici, je vous présente, il y a une nuance importante avant de commencer. Les 13 compétences que je vous présente sont les nouvelles compétences donc professionnelles que doivent maîtriser des enseignants. Quand vous allez entrer dans votre programme la première, deuxième année, il va y avoir l'ancien régime, mais vous allez progressivement glisser vers les compétences que je vous présente. Et quand vous allez être enseignant, vous allez devoir enseigner finalement et maîtriser selon ce régime de compétences-là ici. Donc, je prends un peu d'avance sur votre formation pour vous présenter c'est quoi finalement ces différentes compétences-là. Donc, d'abord, les compétences 1 et 2 sont les 2 compétences qui sont fondatrices, fondamentales. Donc, être un médiateur, une médiatrice d'éléments de culture. Donc, on voulait avoir des enseignants qui sont cultivés. Et finalement, avoir des gens qui maîtrisent bien la langue d'enseignement. Et là, vous allez voir que la bonne qualité du français est fondamentale pour nous, donc à l'Université de Montréal. On met beaucoup de temps et d'efforts à faire de vous des bons utilisateurs, dispenseurs finalement du français. Finalement, il y a le champ 1, où on va avoir 6 compétences spécialisées au cœur du travail, donc qui est fait avec et pour l'élève. Je vous laisse lire. Donc, dans ces 6 compétences spécialisées-là, il va y avoir évidemment d'être capable de planifier des séances, donc des situations d'enseignement et d'apprentissage. Donc, ça veut dire comment on va mettre en pratique ou en activité les élèves pour qu'ils puissent apprendre une compétence. Il va y avoir l'importance d'évaluer aussi, par exemple. Donc, comment on évalue ça des élèves en sciences, technologies et en mathématiques? Donc, vous allez avoir 4 crédits qui sont liés finalement à cet élément important-là ici. Donc, comment soutenir le plaisir d'apprendre? Donc, ça ne doit pas être un travail uniquement, finalement, l'apprentissage. Et ce sont des choses qu'on va mobiliser, donc, finalement, dans votre formation. Le champ 2, donc, s'intéresse à la base du professionnalisme collaboratif. Donc, ça veut dire quoi? En gros, c'est qu'on a 2 compétences
qui vont s'intéresser à développer le travail en équipe dans les écoles. Et comme futur enseignant, vous allez passer votre temps à travailler, collaborer avec les gens. Imaginons, par exemple, une situation que vous allez toutes et tous vivre. Vous avez un élève donc, qui a un plan d'intervention. Peut-être ça peut être avec un trouble de déficit d'apprentissage ou ça peut être, par exemple, avec de l'anxiété chronique. Et là, ici, en tant qu'enseignant, par exemple, au secondaire, en secondaire 1, vous n'allez pas être les seuls qui allez intervenir au sein du dossier de l'élève. Donc, il va y avoir la direction qui va avoir son mot à dire, il va y avoir peut-être un psychologue, il va y avoir des intervenants autour de ça ici. Donc, on veut vraiment s'assurer que les différentes parties soient bien intégrées dans le travail d'encadrement de nos élèves. C'est un élément qui est fondamental et qui pose des défis importants, je dois vous l'avouer. Entre autres, en termes d'évaluation. Comment j'évalue un élève dans une classe donc, qui a un plan d'intervention pour que je puisse avoir une évaluation qui soit juste et équitable? Donc, comment on peut faire ces choses-là? C'est le genre de choses qu'on va discuter dans votre programme. On va vous offrir finalement des stratégies pour aller dans ce sens-là ici. Donc, on a pour le champ 3 une compétence qui est inhérente au professionnalisme enseignant. Donc, s'assurer que les enseignants, futurs enseignants plutôt, vont être dans une logique, donc, finalement, de formation continue, de vous mettre à jour. La littérature scientifique en sciences de l'éducation évolue constamment et certaines personnes croient à tort qu'il ne s'agit pas d'un champ scientifique. C'est très débattable, je dois vous avouer. On a des revues scientifiques de très haut niveau en éducation qui nous disent donc finalement qu'on peut faire des choses qui fonctionnent bien. Donc, il y a une littérature basée sur des données probantes qui est très, très parlante en éducation. Et finalement, des compétences transversales. Vous aurez compris qu'avec la pandémie, mobiliser le numérique est devenu une compétence qui doit être maîtrisée par les enseignants et l'idée de toujours avoir finalement un comportement éthique donc dans votre travail enseignant. Par exemple, vous avez des élèves qui ont culturellement, donc qui ont des difficultés d'adaptation dans la classe, comment on peut adopter un comportement éthique. Donc, n'oubliez pas qu'à l'Université de Montréal, on est une université qui est axée sur la ville de Montréal, qui est axée sur le monde aussi. Néanmoins, on a comme défi de développer l'intégration des différences ethniques, donc au niveau du travail enseignant. Donc, c'est une préoccupation importante qu'on a. Et on a, par exemple, donc, des liens avec des écoles dans des milieux qui sont très, très multiethniques, qui offrent des défis particuliers qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans des villes qui sont plus petites ou qui sont plus homogènes, si vous me permettez. Éducatum, j'en ai dit déjà un petit mot. Une des caractéristiques donc, que je pense qui se détache des autres universités à l'Université de Montréal est le système d'évaluation Éducatum. En gros, dans votre programme de baccalauréat, vous allez avoir 2 notes par cours. La première note est une note disciplinaire, qui est une note traditionnelle. Et l'autre note que vous allez avoir, ça va être chacun des cours est attaché à des compétences professionnelles, les 13 compétences que je viens de vous présenter. Donc, finalement, qui doivent être mobilisées. Et là, les enseignants vont en fait vous évaluer sur ces compétences professionnelles-là ici. Par exemple, moi, je donne le cours d'évaluation. Donc, la compétence bien évaluée, je vais l'évaluer. Fait que ce que je fais dans mon cours à mes étudiants, donc, par exemple, au BEST mathématiques, BEST sciences techno, je donne une note finalement qui est liée aux évaluations traditionnelles en évaluation. Et je regarde aussi comment les gens se comportent de manière éthique, comment ils se comportent sur la qualité de l'évaluation qui est donnée, la qualité du français. Donc, on utilise plusieurs points de vue pour évaluer et on est la première université au Québec à faire cette chose-là ici. Donc, à avoir finalement plusieurs photos qui est prise pour bien évaluer les compétences de nos étudiants. Donc, vous avez compris qu'en sciences de l'éducation, on est dans une logique par compétences. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas évaluer vos connaissances, mais c'est vraiment une logique qui est très, très près de l'évaluation des compétences. Donc, c'est un avantage qui, je pense, est important. Vous allez avoir beaucoup d'évaluations, beaucoup de rétroactions à travers votre formation en sciences de l'éducation à la faculté. Donc, le programme est structuré selon des thèmes annuels. Donc, la première année est une année d'initiation. Donc, vous avez compris qu'on va s'initier à la discipline d'enseignement et à l'école secondaire. Donc, c'est vraiment l'année où on va mettre la table ici. Et vous allez avoir dans vos cours aussi donc, des cours qui sont faits de manière conjointe avec la discipline à laquelle vous souhaitez faire de l'enseignement plus tard, c'est-à-dire mathématiques, c'est-à-dire physique, donc biologie et chimie, par exemple. La deuxième année est une année où on sensibilise donc les élèves donc à l'apprentissage des élèves dans la discipline. Donc, c'est vraiment l'endroit où on va formellement faire du travail pour montrer comment on doit faire de l'enseignement, de l'évaluation. Donc, on va commencer à développer la réflexion sur l'évaluation dans les différentes disciplines, où on va formellement vous donner des outils pour savoir c'est quoi l'enseignement dans ces disciplines-là. La troisième année, donc, on est vraiment dans les modalités qui vont permettre justement de favoriser les apprentissages.
Donc là, c'est vraiment, on va renforcer ces éléments-là ici qui sont fondamentaux. Et finalement, la 4e année est une année où il va y avoir, donc, c'est un stage qui est assez long, qui est le plus long des 4 stages que vous allez avoir et qui est vraiment l'insertion dans la vie professionnelle. Et l'idée est vraiment, finalement, de préparer votre 4e année avec le balancement, donc, dans votre futur travail d'enseignant. Donc, c'est vraiment là où vous allez avoir votre stage qui est le plus long. Vous allez avoir des contacts, donc, qui sont fréquents avec les milieux. Donc, c'est habituellement une année qui est très appréciée par les étudiants parce que c'est une année qui est très authentique. Donc, vous allez savoir si, finalement, l'éducation est un monde qui est pour vous. Donc, c'est une année qui est dans nos évaluations, nous, parce qu'on demande d'évaluer donc au tout début du programme et au milieu et à la fin, comment les gens trouvent finalement le programme. C'est absolument la 4e année qui est la plus reconnue, qui est la plus finalement appréciée. Donc, pour former un enseignant au secondaire, notre stratégie, ce sont des cours. Donc, sur la discipline d'enseignement, mathématiques, biologie, chimie, physique, didactique des disciplines, donc qui sont liées vraiment à comment bien enseigner, entre autres, dans vos domaines, sur les fondements de l'éducation, parce qu'on veut faire des gens cultivés, on veut que vous puissiez réfléchir sur c'est quoi l'éducation, comment les grands philosophes, finalement, ont réfléchi à l'éducation. Donc, c'est un élément qui est excessivement important pour nous et on a un département, finalement, où on a plusieurs experts en philosophie de l'éducation et en psychopédagogie ici, avec tous les grands défis qu'il peut y avoir en éducation, incluant, par exemple, la gestion de classe. Donc, qui est un défi fondamental sur lequel on a, entre autres, par exemple, engagé des gens récemment donc, dans ce domaine-là, dans cette expertise. Et on va avoir les stages. Donc, Catherine va vous parler plus formellement des stages. Mais on a un premier stage de familiarisation, donc qui est relativement court. Et plus votre formation va avancer, plus vous allez avoir des stages qui vont être longs et qui vont être finalement des stages où vous allez avoir de l'autorité finalement sur votre travail en salle de classe. Les activités d'intégration, donc, qui sont des éléments qui sont importants, même je dirais fondamentaux dans notre programme. On souhaite finalement donc intégrer la théorie et la pratique pour faire quelque chose qui est un peu plus parlant, donc pour nos étudiants et pour les futurs enseignants que vous allez être. Malheureusement, il y a une espèce de mythe qui nous dit que l'Université de Montréal est une université qui est très, très théorique, très, très loin de la pratique, et puis finalement, qu'on est un peu déconnecté ici à l'Université de Montréal. Ben, de manière formelle, c'est faux. On a autant de stages que toutes les autres universités du Québec qui offrent des programmes de formation. On a des cours qui sont liés, qui lient la théorie et la pratique. Donc, moi, je vais tout de suite vous dire ici que c'est quelque chose de faux si vous l'entendez. Parce que quand on regarde formellement les programmes, si on compare par exemple à l'UQAM, donc on a un souhait dans les deux cas ici de lier la théorie et la pratique. L'avantage ici, c'est qu'on va avoir un système, entre autres, d'évaluation qui va beaucoup plus loin et on va avoir des cours disciplinaires qui sont faits avec des facultés, des départements qui rayonnent internationalement. Donc, les soucis de lier finalement la théorie et la pratique, ben, c'est d'enseigner finalement en contexte de diversité. C'est vraiment une marotte importante à l'Université de Montréal, comme je vous l'ai dit tantôt. On veut vraiment intégrer les contextes, les approches, les élèves dans leurs différences au sein des cours. On va avoir des laboratoires d'enseignement ici, donc qui sont très, très intéressants pour appliquer différentes idées. Donc, il va y avoir aussi l'idée d'évaluer dans sa discipline. Je fais ça comment formellement évaluer les apprentissages, les compétences dans ma discipline. Et il va y avoir donc finalement un laboratoire didactique et un grand colloque de fin d'études qui est vraiment super intéressant. À la toute fin finalement de votre programme de 4 ans, vous allez avoir un colloque et vous allez présenter des projets donc, sur lesquels vous allez avoir travaillé. Et là-dessus, ça va être le temps finalement de développer des nouvelles idées qui vont faire partie donc de l'éducation de demain. Donc, par exemple, il peut y avoir l'idée de parler donc d'intégration de différents genres en classe. Il peut y avoir l'idée de faire des tentatives finalement de stratégies pédagogiques un peu cow-boy, si vous me permettez l'expression, pour voir finalement comment ça va se faire. C'est un avantage qu'on souhaite beaucoup en fait développer du côté de la faculté ici. C'est vraiment de laisser nos étudiants avoir des initiatives et de leur permettre finalement de s'émanciper et de développer des nouvelles idées. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite mobiliser tout au long de votre formation. Et c'est vraiment au moment du grand colloque de fin d'études que vous avez une chance de présenter quelque chose qui va dans ce sens-là, qui est très intéressant.
Enfin, avant de laisser la place à Catherine, je veux vous dire un petit mot sur l'intégrité académique. Donc, comme toutes les universités et les cégeps, la dernière année et demie a été difficile en termes d'intégrité académique. Les cours en ligne ont fait exploser le cas de plagiat, donc, dans les universités et les cégeps. Et là, l'Université de Montréal, la Faculté de sciences d'éducation, il y a quelques années, a pris le taureau par les cornes et on a des politiques d'intégrité académique. Donc, on souhaite finalement s'assurer que nos étudiants aient le meilleur comportement, donc finalement, dans leurs apprentissages. C'est une des raisons pourquoi est-ce qu'on a un système d'évaluation qui est double, donc sur les compétences et sur les apprentissages dans un cours. Donc, par exemple, pour le plagiat, est-ce que quelqu'un pourrait me dire, c'est quoi le plagiat? Est-ce que vous avez une idée? Donc, si quelqu'un pourrait intervenir, vous faites seulement ouvrir votre micro, puis ouais. Donc, Vincent, oui, tu peux ouvrir ton micro puis donner une information? Utiliser toute autre source de toute autre personne, toute information qui n'est pas provenue de notre terre, l'utiliser sans la citer. C'est très, très juste. Ben, écoute, Vincent, tu fais un peu mon travail, je vais te donner un pourcentage de mon salaire. Donc, c'est exact. On veut s'assurer que les gens ont des bonnes pratiques méthodologiques, savoir comment citer et ne pas aller emprunter finalement donc des informations ailleurs. Donc, ça, c'est une première chose sur laquelle on est très, très sensible à la faculté. L'intégrité académique, donc, qui est liée au plagiat, le fait de couper-coller sur Internet et de mettre dans un travail. Et il y a toute la question de la tricherie. Acheter des travaux sur les réseaux sociaux, finalement copier avec un petit papier qui est dans votre manche ou dans votre bouteille d'eau. Donc, on va faire attention à cette chose-là ici et vous allez en entendre parler durant votre formation. Mais c'est important pour moi de glisser un mot sur la question de l'intégrité académique parce que dans l'ADN de l'Université de Montréal et de la faculté, on a vraiment un souci d'avoir des gens qui sont intègres, des professionnels qui ont un comportement éthique. Avant de laisser la parole à Catherine, est-ce que j'ai des questions? Donc, ça vous va? Donc, Catherine? Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Parfait. Bonjour Sébastien, Salut, merci, merci pour ta présentation. Bonjour Elisa. Elisa va me suivre dans les informations. Elisa Pelletier, votre TGDE, justement. Alors, je me présente, je suis Catherine Joly, votre responsable des stages pour tout votre bac en enseignement secondaire. Et évidemment, je m'occupe des stages des 5 disciplines que l'on a chez nous, entre autres maths et sciences, bien sûr. Donc, mes coordonnées sont vraiment très importantes. On fonctionne beaucoup, beaucoup avec le courriel, hein, vous vous en doutez bien, d'autant plus avec le contexte du télétravail, donc beaucoup, beaucoup de courriels. Cela dit, on fonctionne aussi beaucoup en Zoom et en Teams pour des rencontres avec des étudiants. Donc, gênez-vous pas hein, quand vous avez des questions ou des situations un peu plus particulières. Moi, j'aime bien voir les étudiants dans des petits Zooms qu'on se fait là, spontanément. Ça va bien, on peut se parler, on peut se voir. Donc, le courriel, le Zoom quand c'est nécessaire et on finit bien par communiquer. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment de façon très, très, très sommaire les stages. Pourquoi aussi sommairement? Parce que je vais faire une rencontre d'au moins 1 heure 30 avec vous cet automne, avec toutes les premières années, une belle rencontre où on va aller dans les détails concernant le premier stage. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment vous donner un avant-goût du parcours des stages de façon un peu comme un survol, mais ça vous donne une bonne idée du fil conducteur que l'on veut suivre avec les 4 stages qu'on offre à l'Université de Montréal, dont on est bien fiers. D'ailleurs, je peux vous dire qu'on a des enseignants associés qui nous reviennent chaque année. On a une belle fidélité d'enseignants associés qui tiennent à accueillir des étudiants de chez nous. Ça, c'est important et c'est grâce à de bons étudiants qui laissent une belle marque dans les écoles aussi. Tantôt, Sébastien parlait d'éthique professionnelle. Bien, moi, c'est sûr que je vais en rajouter un peu sur ça en vous disant que quand vous êtes en stage, bien, c'est votre carte de visite vraiment importante pour laisser une belle trace dans ces milieux-là, c'est-à-dire de dire bien, jusqu'à quel point on va se souvenir de vous comme étant un bon stagiaire pour éventuellement vous offrir de la suppléance des contrats. Comme vous le savez, on est en pénurie d'enseignants depuis quelques années. Donc, vous arrivez dans un moment où il y a de l'emploi. Vous êtes très, très sollicité en suppléance, en contrat, etc. Donc, je ne pense pas que vous allez manquer d'emploi.
Cela dit, vous allez être très sollicité en suppléance et vous vous doutez bien que la suppléance, c'est un rôle qui n'est pas facile. Hein? Pour l'avoir vécu comme élève, hein, vous avez côtoyé des suppléants et ça n'a pas toujours été facile pour eux. Donc là, vous allez vous retrouver dans cette posture-là, d'où l'intérêt de vraiment adopter toujours un comportement impeccable dans les écoles pour créer justement des bons contacts et qu'on se souvienne de vous de belle façon. Donc, on va y aller, Sébastien, avec la première diapo, si tu veux. Alors, ici, on a vraiment un survol là, des 4 stages. Alors, je vous présente ça assez rapidement. Tout d'abord, on y va, on y va avec la colonne discipline de stage, donc un peu le thème, si on veut, de ce stage-là. Vous allez avoir un premier stage dès l'hiver 22, donc à la fin de votre première année de bac. C'est un très court stage de familiarisation à l'école secondaire. 7 jours dans une école, il va y avoir 2 jours en février, 5 jours en mars. Et c'est vraiment une occasion d'aller expérimenter la posture enseignante. Donc, ce n'est pas un stage où vous allez faire énormément de prise en charge. Il va y en avoir, par contre, dans votre discipline. Ça, c'est important. En maths, en sciences, il y a des enseignants dans une école qui vont vous accueillir, qui vont vous offrir des occasions d'être en posture enseignante de façon assez courte, assez ponctuelle, mais au moins pour voir un peu comment vous vous sentez en classe avec les élèves de votre discipline. Alors ça, c'est un stage qui va arriver à la fin de la première année. Ensuite, vous avez un deuxième stage où là, vous allez commencer à enseigner de façon progressive. C'est un stage d'initiation à l'enseignement de 18 jours, donc grosso modo 3 semaines ou à peu près, fin mars, début avril. Quand vous partez en stage 2, vous n'avez pas de cours. Vous avez un calendrier de stage, vous vous consacrez 100% au stage. Dans votre discipline, cette fois-ci, de façon constante pendant les 18 jours, et là, vous allez avoir une courte prise en charge quand même à faire de l'équivalent de 50% d'une tâche. Alors, je vous donne un exemple rapide. Si l'enseignant qui vous accueille a 4 groupes, vous allez être en charge de 2 groupes pour toute la durée de votre stage et pour le reste de sa tâche, c'est-à-dire les 2 autres groupes, vous êtes en observation, assistanat, collaboration. Donc, on ne vous met pas la prise en charge totale parce qu'on veut vous laisser du temps pour observer, apprendre par modélisation, prendre beaucoup de notes, puis voir aussi comment ça se passe dans les classes de votre discipline. Donc, ça, c'est pour le deuxième stage. On arrive en 3e année et le stage se fait cette fois-ci à l'automne. Et c'est un stage plus long, cette fois-ci de 30 jours, qui va se faire à la fin de votre première session d'automne, novembre-décembre. Donc, cette session-là, je dois dire qu'elle est très intensive parce que vous entrez dans vos cours à la fin août, début septembre, vous faites une session intensive et là, vous partez en stage novembre-décembre pour 30 jours. Cette fois-ci, la prise en charge est l'équivalent de 2/3 d'une tâche. Alors, on augmente progressivement la charge de travail. Et tout ce qui suit avec ça, c'est bien sûr de planifier pour les élèves, piloter en classe, faire de la gestion de classe, évaluer les apprentissages, collaborer avec l'équipe école, et j'en passe. Donc, toutes les compétences que Sébastien vous a présentées tout à l'heure. Donc, on voit qu'il y a un caractère très progressif dans les stages, et ça, c'est très aidant pour vous parce que ça vous donne un moment d'assimiler, d'être plus confortable dans votre rôle, de mieux comprendre les attentes à votre égard, et de prendre confiance en vous parce que l'enseignement, ça demande énormément de confiance en soi et cette progression-là vous permet de l'acquérir avec le temps. Et on arrive à la 4e année, c'est-à-dire à la fin du parcours où là, vous allez avoir un stage disciplinaire. On voit d'ailleurs les sigles dans la colonne à gauche. Chaque sigle correspond à une discipline. Donc, le EDU 43 sera le stage en mathématiques, le 44 serait le stage en sciences. C'est un stage qui totalise 45 jours en tout. Donc, on parle là, carrément d'une étape complète. Vous arrivez à la mi-février à peu près et vous y restez jusqu'à la mi-avril. Et là, évidemment, bien là, vous avez vraiment là, un reflet d'une tâche complète parce que vous allez avoir une prise en charge totale. Vous prenez tous les groupes, donc 100% de la tâche de l'enseignant associé qui vous accompagne et on le voit, hein, le premier point, c'est de porter une attention particulière aux aspects didactiques de votre discipline. Alors, c'est vraiment important et les cours vous amènent à cet élément-là, c'est-à-dire
comment on enseigne particulièrement les mathématiques, ça ne s'enseigne pas de la même façon qu'une autre discipline. Donc, tous les aspects didactiques vont être regardés aussi lors de vos stages. Et l'éthique professionnelle, hein, on l'a indiqué dans tous les stages, ça revient beaucoup. L'insertion professionnelle, ben, c'est une occasion de préparer son insertion. Et évidemment, très, très souvent, je ne vous cacherai pas que de bons stages 4, des étudiants qui font des bons stages 4, bien souvent, ça va se terminer en avril et les étudiants vont se faire offrir des contrats pour la fin de l'année scolaire. Quand ça va bien, les directions d'école le remarquent, les commissions scolaires le remarquent et je pense qu'on a intérêt aussi à vivre de bons stages pour laisser une belle carte de visite, justement. On va à l'autre discipline, l'autre diapo, s'il te plaît, Sébastien. Alors ici, on a en un coup d'œil encore la formule de nos stages et aussi quelques informations à droite. Donc, un stage par année de formation. À gauche, on voit que tous nos stages sont intensifs, c'est-à-dire que vous êtes en horaire de journée complète en stage. Hein. Vous n'y allez pas 1 heure le matin puis 1 heure l'après-midi. Vous êtes là selon l'horaire école. Vous faites de l'observation, de l'intégration, de l'assistanat et bien sûr de la prise en charge. Vous êtes accompagné par un enseignant associé de votre discipline et aussi un superviseur de stage. Dans le cadre des stages 2, 3 et 4, il va y avoir des visites de supervision, c'est-à-dire que votre superviseur va en classe. Depuis la pandémie, on a eu de la supervision par vidéoscopie, bien sûr. Hein, on a filmé. Les étudiants se sont filmés en classe, ont envoyé cette séquence-là à leur superviseur. C'est ce qui était la visite de supervision. D'ailleurs, ça offre beaucoup d'avantages, la vidéoscopie, parce que ça laisse vraiment l'étudiant réfléchir à sa pratique. Ça lui permet de se revoir en action, de s'analyser, de voir comment il peut réguler sa pratique. Et c'est certainement une pratique gagnante qu'on va vouloir aménager dans le cadre des stages, même en sortant de la pandémie, éventuellement, on va se servir de la vidéoscopie, peut-être pas de façon temps plein que ça, mais je vous dis que c'est tout un atout là, pour l'analyse de pratique, autant pour un superviseur qui analyse la séquence d'un étudiant, mais pour l'étudiant lui-même aussi de se revoir en classe, c'est très, très enrichissant. Il y a aussi dans le calendrier de stage toujours des séminaires de stage qui sont à présence obligatoire. Ce sont des rencontres où vous êtes en petit groupe, environ une douzaine d'étudiants avec votre superviseur de stage. Depuis l'an dernier, on les a fait en rencontre Zoom, bien sûr. Sinon, on les fait à la faculté. Petite rencontre de 2-3 heures où les étudiants font le point sur ce qu'ils ont vécu en stage, sur les apprentissages faits, sur une réflexion aussi commune en groupe, comment on peut regarder la réalité de nos collègues dans leur classe. Les stages 1, 2 et 3 sont multidisciplinaires, c'est-à-dire que dans les séminaires, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont au BES français, au BES univers social, etc. En stage 4, comme je le disais, c'est un stage disciplinaire. Donc, en stage 4, vous allez être en séminaire avec des gens de votre discipline seulement. Bien sûr, il y a des travaux dans le cadre des stages et la qualité du français, c'est un élément que l'on observe énormément. Et je vais ajouter là-dessus que je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont des défis en français. Ce n'est pas un problème en soi. Nous, ce qu'on veut, c'est vous aider, vous préparer et vous aider à vous donner des ressources, à vous enrichir dans ce défi-là que vous pouvez avoir. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher de l'aide le plus vite possible. On a plusieurs personnes ressources, dont Mme Karine Pouliot, c'est un nom à retenir. Karine est la responsable des mesures de français chez nous, autant pour le français oral qu'écrit. C'est une personne magnifique dans toutes les ressources qu'elle peut apporter, dans toute sa disponibilité. Et jamais Karine va refuser d'offrir de l'aide à un étudiant qui va lui écrire et qui va lui dire, écoutez, j'ai un défi à l'écrit, j'ai des problèmes avec mes accords, j'ai un défi à l'oral, bon, je manque de vocabulaire, etc. Donc, c'est vraiment une personne sur qui on peut vraiment compter, avec qui on travaille beaucoup, beaucoup en équipe pour ce qui est du français. Dans la colonne de droite, je vous ai mis quelques infos là, en vrac de façon assez sommaire. Donc, il va y avoir, comme je le disais tout à l'heure, une rencontre qu'on va faire, vous et moi, avec toutes les premières années, toutes disciplines confondues.
le 10 décembre prochain à 13 h. Les modalités sont à confirmer. Est-ce qu'on sera en Zoom? Est-ce qu'on sera en présentiel? C'est encore une surprise. Donc, et aussi, pendant l'automne, je vais vous envoyer par courriel une procédure pour effectuer vos choix de centre de service scolaire pour le premier stage. Vous allez recevoir par courriel toute l'information et vous allez pouvoir effectuer 2 préférences de centre de service scolaire pour effectuer votre premier stage. Ce processus-là va se faire en octobre-novembre. On va recueillir tous vos choix de commission scolaire, de centre de service scolaire, pardon. On envoie nos demandes et ensuite, on commence à recevoir les placements. Le premier stage s'effectue seulement dans des établissements publics et les centres de service scolaire nous fournissent déjà des enseignants pour ce stage-là, puisque c'est un stage où vous allez être regroupés en petites cohortes dans les écoles. Donc, vous n'avez aucune démarche à faire, vous n'avez pas de sollicitation, vous n'avez pas d'appel, pas de courriel à faire. On s'occupe vraiment du processus. Et à partir du stage 2, 3 ou 4, ceux qui voudraient effectuer un stage au privé pourront faire la proposition. Mais en stage 1, on s'en va tous au public. Évidemment, dans le cadre des stages, il y a le respect des règlements, le protocole de placement, il y a toute une procédure que je vais vous expliquer en décembre. Le courriel U-Montréal aussi est obligatoire. On va vraiment vous demander d'utiliser seulement le courriel U-Montréal quand vous nous écrivez. Et quand nous, on vous écrit, c'est sur le U-Montréal. Donc, vous n'envoyez pas de courriel à Sébastien ou à Mme Pelletier ou à moi sur votre courriel Gmail, Hotmail. Essayez vraiment de développer le réflexe d'utiliser le U-Montréal. Aussi, quand vous allez écrire à vos enseignants associés, utilisez le U-Montréal. C'est professionnel et ça aussi, ça sépare votre vie personnelle du professionnel, ce qui est une chose vraiment importante pour nous en tant que futurs enseignants. Donc, vous avez mes coordonnées. Évidemment, coordonnées bureau. Pour l'instant, on est en télétravail. Donc, le courriel, ça demeure vraiment une bonne option. Et j'ai une personne aussi qui est une commis au stage qui travaille avec moi. Je n'ai pas mis son nom pour l'instant. Elle est avec nous, mais je ne connais pas la durée encore du contrat. Donc, j'ai mis ses coordonnées, mais vous passez toujours par moi au départ, puis ensuite, on vous répond de la meilleure façon possible. Alors, c'était un survol très rapide. Comme je vous dis, nous, on va se revoir le 10 décembre. Cette date-là, elle va être précisée dans votre horaire étudiant. Quand vous allez faire vos choix de cours et tout, vous allez voir cette date-là comme étant une date incontournable. Il faudra être présent parce que je vais vous expliquer beaucoup de détails. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit courriel aujourd'hui, dans les jours à venir. Vous avez pensé à quelque chose? Je pense que le courriel va demeurer la meilleure option pour cette fois-ci. Et moi, je vous dis bonjour, je vous dis bienvenue à l'Université de Montréal. Je vous dis félicitations aussi pour votre admission chez nous. On est très content de vous accueillir malgré le contexte un peu exceptionnel. Mais je pense que 21-22 va être une année probablement plus présentielle, je peux le dire ainsi. Donc, au plaisir de vous revoir. Et moi, je vais devoir quitter Sébastien pour aller à l'autre séance, pour aller rencontrer les étudiants de français, univers social et ECR. Je vous dis un gros merci de votre attention et au plaisir de vous revoir. Merci Catherine, c'est apprécié. Merci. Merci. Donc, chers collègues, vous avez eu les informations sur la question, donc, finalement, des stages. On va maintenant aller discuter avec Elisa, qui est notre autre ange, donc qui va vous permettre justement d'avoir une place d'intérêt dans votre programme. Puis elle a des choses très importantes à vous dire, donc n'oubliez pas de prendre des notes. Elisa? Oui, bonjour Sébastien. Oui, moi je me présente, Elisa Pelletier, je suis la TGDE pour le programme de sciences et techno et aussi pour ECR et univers social. Il y a ma collègue Geneviève Aoué qui est la TGDE pour mathématiques et français. Elle ne peut pas être là parce qu'elle est avec l'autre groupe pour faire la présentation comme moi. Une TGDE, en fait, nous, notre rôle, on s'occupe de votre dossier académique. En fait, on reçoit votre dossier dès l'acceptation à l'admission et jusqu'à la diplomation. Puis aussi, en fait, on est une personne ressource. Si vous avez des questions, il n'y a jamais de mauvaises questions. En fait, vous nous écrivez. Puis nous, si on ne peut pas vous répondre, en fait, on va vous diriger vers le département ou la personne qui
va vous répondre à ce moment. On va passer au TFLM en premier lieu. En fait, vous avez reçu probablement une convocation par courriel pour le TFLM, l'examen. Vous avez peut-être parmi vous déjà fait l'examen. Si ce n'est pas le cas, pas de convocation encore, mais je vous invite à écrire au Centre de communication écrite au cce@umontréal.ca pour valider ce qui se passe pour votre examen. Vous devez avoir 65 % et plus pour intégrer le cours le 10-10-10-1 à l'automne 21 et le 10-10-10-2 à l'hiver 22. Pour ceux qui ont moins de 65 %, en fait, vous devez faire cet automne le DIT 1009, qui est un cours hors programme, en fait, une mise à jour pour le français. Pour le DIT 1009, c'est un cours qui doit être réussi au terme de la première année. Et pour le DIT 10-10-1 et 10-10-2, bien, celui-ci doit être réussi au terme de la deuxième année. Vendredi dernier, moi et ma collègue, en fait, on vous a envoyé de la documentation. On vous a envoyé, en fait, la structure, le cheminement, les choix de cours, ainsi que des informations et références utiles, et aussi le règlement par rapport au courriel obligatoire là, que Mme Joly parlait aussi, là, quand on vous demande d'utiliser votre courriel de U-Montréal. On va parler de la structure. Alors, en haut de la feuille de structure, en fait, vous avez le titre de votre programme auquel vous avez été admis. Vous avez le numéro de programme. Vous avez aussi dans l'encadré que vous voyez le nombre de crédits, en fait, que vous devez réussir pour terminer le programme et être diplômé. Juste à côté, vous voyez, en fait, les segments. Là, vous avez le segment 01 et 02. Là, je parle beaucoup pour sciences, mais c'est sensiblement la même chose pour mathématiques. Vous avez le segment 1 et 2 qui est un tronc commun. C'est des cours, la plupart des cours obligatoires. Et vous avez aussi pour sciences, vous avez les segments 80, 81, 82 selon le choix de votre spécialisation. À l'intérieur de ces segments-là, encore une fois, vous avez des cours obligatoires et vous avez des cours à option à suivre. Si vous descendez un peu plus bas dans la feuille, bien là, vous avez le détail, là, en fait, tous les cours qui doivent être suivis là, pour la diplomation, là, pour réussir le programme. Fait que vous voyez le segment 1 à l'intérieur, vous avez des blocs, c'est marqué, vous avez la mention obligatoire et le nombre de crédits que vous devez suivre. Pour le segment 2, même chose. Segment, bien là, tout dépendant la spécialisation que vous allez choisir, vous avez les segments 80, 81 et 82. Et à l'intérieur, vous avez un bloc obligatoire et 2 blocs à option. Peut-être bien vérifier, vous allez voir souvent pour les blocs à option, vous avez mathématiques, je pense aussi peut-être, ça va être à vérifier. Sur votre structure, vous avez aussi un minimum et un maximum. Il faut faire attention, celui-là, il est souvent jumelé à un autre bloc. Alors, si vous faites un minimum de crédits dans un, il faut faire le maximum dans l'autre. Alors là, on va regarder le cheminement. En fait, vous avez eu la feuille de cheminement pour les 4 prochaines années. Alors ça, c'est vraiment le cheminement pour faire réussir votre programme en 4 ans. C'est très important de le respecter le plus possible parce que si vous ne respectez pas le cheminement, mais ça peut faire un effet domino, en fait, ça va retarder votre cheminement parce que beaucoup de cours sont préalables à d'autres. Beaucoup de cours sont aussi seulement offerts à l'automne ou à l'hiver. On parle de stage aussi, que vous ne pouvez pas suivre de cours disciplinaires à part la première année. Alors, tout ça fait en sorte que si il y a un abandon, une annulation, ou vous ne suivez pas un cours ou un échec, même cela peut emmener un retard dans la scolarité. Alors, ça, c'est le cheminement idéal pour faire votre programme en 4 ans et le terminer en 4 ans. Par la suite, vous avez la feuille de choix de cours. En fait, c'est l'inscription. L'inscription, en fait, va débuter le 9 juin à 8h01 pour la plupart des étudiants. Quand je dis la plupart des étudiants, c'est que certains d'entre vous êtes déjà étudiants à l'UDM, alors vous avez un privilège et vous avez accès déjà pour vous inscrire. Il est important aussi, dans cette feuille de choix de cours-là, de respecter les choix de cours et les sections de cours. Par exemple, vous avez un cours, pour le DIT 1009, vous avez à le suivre.
Là, pour vous, c'est la section A, ceux en sciences. Je crois que c'est la même chose pour mathématiques aussi. En fait, si vous essayez de vous inscrire à une autre section, ça ne fonctionnera pas. Parce que l'autre section, en fait, elle est réservée pour un autre programme. Ce n'est pas vraiment un programme à la carte. Alors, vous devez respecter les sections et les choix de cours qu'on vous indique. Par la suite aussi, vous allez aller dans votre centre étudiant. En fait, c'est ça, vous allez mettre vos cours dans un panier et par la suite transférer. Il faut aussi, pour les étudiants en sciences, très important, avant de faire votre choix de cours, de sélectionner votre spécialisation. En fait, si vous ne le faites pas, vous ne serez pas capable de choisir vos cours disciplinaires. Là, vous allez avoir un problème, vous allez m'écrire et bien, le bobo va être que vous n'avez pas choisi votre spécialisation. Comme ça, vous allez avoir accès à tous vos cours. Et pour le premier stage, en fait, il y a des cours liés, un cours lié. Alors, il est très important de vous inscrire au REN 101 et au SEM 201. En fait, le REN est la rencontre que Mme Joly parlait, qu'elle va vous revoir cet automne pour discuter plus du stage 1. Il est important aussi, en fait, c'est une obligation du programme, c'est une exigence, vous devez être à temps plein. Alors, vous devez respecter le minimum de 12 crédits pour respecter cette exigence. Il y a quelques cours qui sont offerts aussi l'été. Nous, avec la faculté, on a le ETA 1900, le ETA 1001, le ETA 2200 qui est offert l'été. Si jamais vous voulez alléger votre session, ça pourrait être un cours qui pourrait être fait durant l'été si possible pour vous, ou vous avancez, ou si vous avez du retard, tout dépendant. Quelquefois, il y a des cours aussi disciplinaires qui sont offerts l'été. Ça, il faut vérifier en début de la session du trimestre d'hiver. Là, les cours sortent pour l'été, puis vous pourrez vérifier. Mais encore une fois, il faut respecter le cheminement le plus possible. Mais parfois, ça arrive qu'on veut s'avancer ou on a pris du retard pour X raisons. Bien, ça pourrait être une option. Une fois que vous êtes inscrit, je vous conseille, ça, je dis ça chaque année, de vérifier votre horaire parce qu'il y a des cours qui sont donnés régulièrement tous les semaines, mais il y a des cours, des fois, c'est quelques cours dans le trimestre ou c'est un cours qui est donné, vous êtes inscrit à l'hiver, mais il y a des cours qui sont donnés à l'automne. Alors, cela ne va pas donner un horaire fixe à chaque semaine. Fait que je vous conseille de regarder pour avoir des petites surprises, puis vous avez manqué un cours ou quoi que ce soit. Et en plus, il est important de vous inscrire à l'automne et à l'hiver. Encore là, pour une fois, pour ne pas oublier des cours qui pourraient être donnés à l'automne, mais l'inscription est à l'hiver, tel que le EDU 15-12 est un cours, l'inscription est à l'hiver, mais vous avez quelques séances à l'automne. Parfait. Alors, pour les annulations, c'est à peu près toute l'inscription. Les annulations, en fait, pour les annulations et les abandons, il est possible d'annuler un cours et abandonner un cours. Vous avez, quand vous allez aller dans votre centre étudiant, vous voyez avec qu'est-ce qui est encerclé, vous voyez, vous cliquez sur le petit icône et en fait, vous avez les dates limites pour l'annulation et l'abandon. Par contre, je vous conseille toujours, avant de procéder, de m'écrire pour voir la conséquence qu'il peut avoir sur votre dossier suite à une annulation et un abandon, comme j'aurais fait depuis le début. Il peut avoir des conséquences et un retard de scolarité. La différence entre une annulation et un abandon, en fait, quand vous faites annulation, c'est avant la date d'annulation, il n'y a aucun frais. Vous supprimez au dossier le cours. Tandis qu'un abandon, vous avez une date limite aussi. Vous allez avoir un ABA dans votre relevé de notes et vous allez avoir des frais à payer. Par contre, vous n'aurez pas, si vous pensez avoir un échec, vous n'aurez pas la mention échec. Ça, c'est la petite différence. Et au sujet des formulaires, je peux aller à l'autre diapo, Sébastien. Parfait. Maintenant, dans le centre étudiant, il y a beaucoup de formulaires qui sont installés, qui ont été intégrés dans votre centre étudiant afin de faciliter la communication et tout. Ça, c'est les 3 formulaires, en fait, que vous allez utiliser, qui sont plus fréquents présentement. On parle de transfert de cours, d'équivalence et d'absence à un examen. En fait, le transfert de cours, c'est les étudiants qui sont à l'UDM et qui ont fait exactement le même cours dans un autre programme et qui voudraient
en fait, qui soit transféré dans son programme en sciences ou en mathématiques. À ce moment-là, vous allez aller compléter le transfert de cours, le CHE en dehors, transfert, pour nous l'envoyer. Nous, on va évaluer, analyser votre dossier. Une équivalence, on parle d'un cours qui est sensiblement la même chose. Ça pourrait être un cours qui a été fait à l'UTM ou à l'extérieur, qui n'a pas nécessairement le même sigle, mais que le contenu est sensiblement le même. À ce moment-là, il va falloir compléter ce formulaire. Et le formulaire absence à un examen, en fait, dès qu'il y a une absence à un examen, un intra ou un examen final, vous devez justifier cette absence-là. Alors, vous devez compléter le formulaire et ajouter, en fait, une pièce justificative, une absence maladie ou autre. Puis, au plus bas, là, vous avez le lien là, qui donne les autres formulaires là, que vous pourrez peut-être avoir besoin. Mais comme je vous dis, c'est beaucoup ces 3 formulaires-là qui est utilisé présentement par les étudiants. Elisa, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Il y a Vincent Hull en premier, puis il y a Charles-Antoine ensuite. Vincent? Oui, mais je me demandais pour le transfert de cours, est-ce que c'est comme si on a fait un cours au cégep qui est exactement le même que dans un programme, le transfert s'applique, que ce soit un cours d'université? En fait, là, on ne parle pas de transfert parce que je ne pense pas que ça soit le même cycle de cours. Là, on parle plus de contenu. En fait, c'est une équivalence de cours, on appelle ça. Il faut prendre par contre conscience que là, on parle d'un cours de cégep et là, on est à l'université. Ce n'est pas le même niveau scolaire. Écoute, dans la plupart du temps, ce n'est pas nécessairement accepté, mais ça peut arriver. Moi, je te conseille quand même de faire la demande pour l'équivalence, mais il faut que tu sois conscient qu'on parle d'un cours de cégep versus un cours universitaire. Même si c'est le même livre que vous avez eu ou quoi que ce soit, le contenu du cours qui est donné à l'université n'est pas nécessairement le même. C'est pourquoi. Si tu veux faire la demande, à ce moment-là, je te conseille un peu plus, je pense qu'on l'a donné dans les liens, en fait, sur la feuille d'information et références utiles qu'on t'a remis vendredi. Tu as le lien là, pour aller faire les demandes d'équivalence puis la procédure réglementaire. OK, merci. Bon. Merci beaucoup. Charles-Antoine? Bonjour, je me demandais en fait s'il fallait communiquer avec vous avant de faire ça ou on s'occupe tu peux m'envoyer un courriel. Les étudiants, parfois, bon, c'est sûr qu'ils veulent savoir où ils s'en vont. Tu peux m'envoyer un courriel, puis à ce moment-là, moi, je vais te répondre et je vais te demander s'il y a lieu de compléter un des formulaires. Oui, merci beaucoup. Okay. Donc, Camille? Bonjour, j'avais une question. En fait, pour le choix de spécialité en sciences, est-ce que ça se passe à la même place où on fait nos choix de cours? En fait, quand tu vas arriver dans ton centre étudiant, tu devrais avoir un onglet ou un lien qui t'emmène, c'est indiqué spécialisation. C'est sûr que votre interface et la mienne n'est pas nécessairement la même, mais tu serais supposé d'avoir en haut de ton panier, tu cliques, c'est spécialisation, si je ne me trompe pas. OK, donc on a déjà accès à ça. Oui, vous êtes supposé être en mesure de choisir votre spécialisation. OK, parfait, merci. Il n'y a pas de problème. Merci, Camille. OK, Lisa, sur les autres précisions? Oui, le transfert, on vient d'en parler. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Les équivalences, comme mentionné, aussi, on en a parlé. Et sur la feuille d'information et références utiles, vous avez le lien. Alors, vous allez pouvoir aller cliquer, vous allez avoir d'autres informations, on va vous expliquer la procédure. Règlement, en fait, c'est sûr qu'à l'UTM, on a un règlement des études de premier cycle. Si ça vous tente, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est sur le site de l'UDM. Là, nous, en fait, on vérifie toujours si tout va bien, les moyennes, les doubles échecs, les absences aux évaluations. Il y a des règlements aussi qui sont en fonction des absences, comme j'ai dit, pour que vous ayez une justification. Et aussi, il y a un délai de 7 jours après l'absence, en fait, pour déposer une demande d'absence pour un examen. Il y a la carte étudiante aussi, il ne faut pas oublier. À ce moment-là, je pense aussi que sur la feuille, sur la feuille d'information et références utiles, on vous a donné le lien pour la carte étudiante. Je vous invite à aller voir comment procéder. Je crois que maintenant, vous pouvez juste envoyer une photo, puis à ce moment-là, ils font votre carte, vous l'envoient ou vous pouvez aller la récupérer.
Et puis, finir aussi avec les communications. On vous demande, moi aussi, je vous demande d'utiliser votre courriel de l'UDM. Je vous ai envoyé aussi le règlement par rapport à ça. Et aussi, en l'entour, vous aviez aussi la façon d'aller l'activer. C'est très important. On communique toujours avec l'UDM. Je pourrais vous demander de me réécrire avec votre courriel de l'UDM. C'est toujours une petite période d'adaptation pour les nouveaux étudiants. C'est normal d'aller trouver tout ça, mais c'est très important d'utiliser votre courriel de l'UDM et aussi d'inscrire dans votre signature votre matricule. Parce que le matricule, pour nous, c'est une façon rapide d'avoir accès à votre dossier. Sans ça, il faut faire des recherches. Et de cette façon-là, je peux vous répondre plus rapidement. En gros, c'est ça. Comme je vous ai dit, il ne faut pas gêner, envoyer des courriels. Ça peut prendre peut-être un petit 24 heures, 48 heures avant que je vous réponde. Je suis quand même assez rapide. Il n'y a pas de questions dérangeantes, stupides. Si moi, je ne peux pas répondre, en fait, je vais vous référer au département ou à la personne qui pourra vous répondre. Merci beaucoup, Elisa. Donc, un de nos anges. Donc, merci. OK, les amis. Donc, on va poursuivre avec Héloïse qui a gentiment accepté de venir nous parler des services aux étudiants. Donc, Héloïse. Oui, bonjour. Donc, est-ce que je peux partager mon écran? Oui, ça, je pourrais faire ça. En fait, moi, j'ai pas de slide. OK, ouais. Je vais juste arrêter mon partage. Parfait. Bien, premièrement, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Héloïse Vaillancourt. Je complète présentement je viens de compléter ma deuxième année en enseignement des maths au secondaire. Donc, pour ceux qui sont en maths, bienvenue, bienvenue aux autres aussi, mais ceux qui sont en maths, j'ai le même cheminement que vous. Donc, je viens vous parler de l'ASUM, qui est l'Association étudiante en enseignement au secondaire de l'Université de Montréal. Donc, depuis que vous êtes inscrits au programme, vous faites tous partie de l'association étudiante. Donc, Bon, ça ne j'ai sera la pas bien long. Là, j'ai difficulté fait à un arrêter petit mon PowerPoint. partage. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main, Héloïse? Normalement. Arrêtez, c'est bon. OK, c'est Ok, bon, je c'est bon. m'excuse. Mais Je là, vais- la seule chose, c'est que ça dit que le partage d'écran n'est pas activé pour les participants. Ouais, super. Donc là, je vais aller te mettre comme co-animatrice. Et là, tu devrais pouvoir partager. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Héloïse? Oui. Ouais, Peu instable. OK. ça devrait fonctionner. J'espère que ça va être. Voilà. OK. Donc, Merci. mon Google Slides. OK. Ben, ma connexion est un peu instable que vous allez m'entendre puis que ça va fonctionner. Donc, bienvenue à l'ASUM. Comme je vous ai dit, c'est l'Association étudiante en enseignement secondaire. Donc, je suis là pour vous parler un peu de ce que c'est, de ce qu'on... Premièrement, j'ai mis des petites photos du conseil exécutif pour présenter les personnes qui vont... Ah, ça bug vraiment beaucoup, désolé. Pour pouvoir... Prochaine année. Ah, vous ne comprenez pas, mais en tout cas, on va continuer, puis si ça fonctionne. Que, premièrement, moi, en haut ici, qui est la présidente de l'association conseil exécutif, on est en mandat depuis le mois de janvier, puis on va janvier 2021, janvier 2022, désolé. Donc, moi qui m'occupe de représenter l'association et de m'assurer qu'il y a une co-chef. On a ensuite Étienne Paré, qui est le vice-président, de m'épauler dans toutes mes tâches, si des tâches, c'est lui qui va les effectuer à ma place. On a ensuite donc resté à l'affût des courriels de Camille Bouchard parce que c'est la vice-présidente aux
s'occupe de toutes les communications de l'association étudiante. Donc, c'est elle qui va vous envoyer la plupart des publications sur la page Facebook et dans le groupe Facebook. Ensuite, on a Frédéric Mainville. Donc, à partir de quand vous allez avoir des problèmes de niveau académique, donc que ce soit avec cours, pendant un examen, avec un plan de cours, peu importe, c'est après parce que c'est la responsable aux affaires académiques, aux affaires pédagogiques. Désolée, mon chien à côté. Ensuite, on a nos 2 vice-présidents, donc Savannah et Gabrielle. C'est eux qui s'occupent d'organiser les événements, que ce soit en ligne ou en présentiel. On espère vraiment présentiel à l'automne. C'est sûr que cette année, c'était beaucoup du en ligne. Mais c'est nos deux personnes. Donc, vous allez beaucoup entendre parler d'eux aussi, surtout si vous... Jonathan Morcos, qui est le vice-président aux affaires publiques, qui s'occupe du budget, de toutes les dépenses de l'association étudiante. Vous gagnez un prix lors d'un événement et qu'on doit vous faire un virement, vous en va s'en occuper. Annie-Christine, qui est vice-présidente aux affaires et relations avec les autres associations étudiantes de l'université. Et finalement, Héloïse, qui s'occupe des sports. Donc, je vais les sports là, à la prochaine diapositive. On a ce qu'on appelle en enseignement secondaire la Glenn-Cellence, qui nous représente au tournoi interfacultaire du... Donc, j'ai mis quelques photos pour que vous puissiez voir un peu c'est quoi le tournoi qu'on a. Là. Donc, il y a autant des tournois dehors, à l'automne, et aussi des choses à la piscine, soccer à l'intérieur, du hockey COSUM. Il y a le soccer, le frisbee, le flag football de neige, flag football dehors. Donc, il y a vraiment des sports pour tous les goûts. L'année passée, c'était plus, il y avait de la distanciation sociale. Il risque d'y en avoir encore à l'automne. Ça, c'est toutes des photos donc, de l'année scolaire qui vient de se terminer. Il y a aussi eu des défis sportifs à faire à la maison parce que le campus, donc c'est plus difficile de faire des choses en présentiel, mais il y a eu donc il y a quand même une vie sportive, puis ça, c'est Héloïse Massé qui... On a aussi une vie étudiante quand même assez mouvementée, je dirais, là. Puis comme je vous ai présenté tantôt, Savannah beaucoup de la vie étudiante. Donc, c'est sûr que cette année, les 5 à 7, en fin de session, tout était en ligne. Mais avant ça, on pouvait faire des événements Ici, c'est le colloque en enseignement secondaire, qui est une grande rencontre d'enseignement secondaire du Québec, donc autant de Québec, Témiscamingue et tout. Ici, le carnaval qui est un gros événement à l'Université de Montréal auquel enseigne c'est comme un tournoi, les associations étudiantes de l'Université de Montréal. C'est vraiment, vraiment cool. On fait habituellement les 5 à 7 à toutes les semaines, les jeudis, habituellement, mais comme je vous ai dit, cette année, c'était en ligne. Les goûts, là, puis on fait aussi des activités sociales, des activités culturelles, des choses comme ça. Et finalement, pour la vie étudiante, activité d'accueil, on l'espère, à la fin août sur le campus. Donc, quelques photos là, pour vous montrer un peu ça ressemble à quoi. La première, c'est une photo de 2000 masques. Les 2 autres, il y a des masques. On ne voit pas super bien parce que c'est des petits d'accueil. C'est vraiment, vraiment cool. C'est le moment où vous pouvez venir rencontrer les gens de l'association étudiante. Il y a beaucoup d'anciens, pas d'anciens, qui sont en 2e, 3e, 4e année. Puis c'est une occasion de rencontrer les personnes qui vont côtoyer pendant les 4 à ce moment-là. Évidemment, ça va respecter toutes l'université. L'année passée, ils ont été assez stricts avec les mesures sanitaires parce qu'ils voulaient... Puis tout s'est bien passé. Donc, ça risque d'être la même chose. C'est un volet en ligne pour s'assurer que tout le monde...
Donc, c'est pas mal ça. Je vous invite à aller et suivre notre page Instagram si vous voulez comme suivre un peu ce qui se passe. Plein de photos, vous pouvez voir un peu tous les événements qu'on a pu faire Donc, c'est vraiment cool. Puis, il y a aussi un groupe Facebook qui s'appelle aussi. On va vous inviter à le rejoindre. Mais si vous voulez le rejoindre tout de suite, ça peut être une bonne idée. Puis, vous allez pouvoir voir un peu c'est quoi les questions que les autres personnes ont. Puis, vous allez rencontrer d'autres personnes. Je vois que Vincent a levé la main. Oui, j'avais une question. J'ai entendu parler qu'il y avait un genre d'initiation au début de l'université dans chaque programme. Est-ce que tu sais comment ça marche? Ma connexion a été un peu instable. Est-ce que tu peux juste répondre? Ben, je parlais d'initiation au début de... Oui, ben dans le fond, les initiations, ça a changé de nom. C'est ce qu'on appelle maintenant. En 2016, à peu près, là, il y a eu comme un gros mentalité à l'Université de Montréal. On a transitionné des initiations vers les activités plus inclusives. Donc, nous, en enseignement, là, c'est vraiment pas des choses qui vont vous casser des œufs sur la tête, puis on va, vous allez... C'est vrai. Normalement, il y a un service d'alcool qui est passé, on n'avait pas le droit à cause de la COVID. L'université avait peur que ça fasse plus attention aux mesures sanitaires, mais un peu... Il y a un service des jeux là, pour apprendre à se connaître. Puis, comme vous pouvez voir, les gens sont donnent un thème à chaque matière. Donc, l'année passée, en français, on l'a en rouge. Puis, c'est ça. On va vous envoyer un cours. Ça va être quand, puis comment on veut vous déguiser pour que vous puissiez vous reconnaître entre matières. Mais c'est ça, les initiatives, puis c'est beaucoup plus inclusif, puis il n'y a pas de... On ne va jamais vous encourager à chugger vos concepts de l'anglicisme ou c'est ça. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une question pour toi, Héloïse. Oui. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous donner des endroits hors campus pour pouvoir aller prendre un café, dîner, travailler, donc autour du campus de l'université, disons, avec une distance de marche à pied, si tu aurais des suggestions? Encore une fois, des endroits hors campus, c'est sûr qu'il y a certains cafés, certains restaurants. Les bars les plus fréquentés, là, c'est sûr qu'il y a comme le Saint-Houblon où on prend une petite bière à la fin d'une journée ou même pour manger. Là, ils ont vraiment... Et le Zeppelin, qui sont comme tous proches du métro. Pour les cafés, je sais que le Caravane Café, qui est sur Côte-des-Neiges, pour les gens de l'Université de Montréal, je sais il y a beaucoup de restaurants aussi où il y a le Saint-Hubert qui a été détruit. Mais il y a vraiment beaucoup d'endroits Sushi Plus, qui est comme un endroit de sushi à volonté. On va beaucoup là. Où est-ce qu'on va, sinon? Il y a quand même plusieurs cafés pas loin, mais le seul qui me vient en tête en ce moment, c'est Mais sinon, pour étudier, il y a beaucoup les bibliothèques qui sont... Puis, j'en profite aussi pour vous mentionner étudiante. Je vais l'écrire. C'est au pavillon Marie-Victorin. Pavillon Marie. On espère en septembre, parce que là, on n'a pas vraiment pu y aller cette année. Le pavillon Marie-Victorin, c'est notre local d'association étudiante. Puis, aménagé il y a 2 ans, je pense. Il y a plusieurs divans, il y a un frigo si vous voulez laisser votre lunch, il y a un micro-ondes, il y a un petit... C'est vraiment, vraiment cool, super convivial. On va passer du temps entre les cours aussi, donc... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Merci beaucoup, Héloïse. Oh, attends, Vincent a levé la main.
Mais moi, c'est plus une question générale. Je me demandais pour l'enseignement des mathématiques ou l'enseignement en général, ça va être où notre campus? Ça va être quel. Dans le sens, c'est quel pavillon qu'on va avoir plus nos cours? Il y a plusieurs Euh, pavillons, Vincent. Tout n'est pas centralisé, mais tu peux avoir des cours donc, dans différents pavillons dans une OK. session. OK. Donc, merci beaucoup, Héloïse. C'est apprécié. Super. Donc, chers collègues, pour conclure, j'aimerais vous dire un gros merci de votre présence ici aujourd'hui. Ça a été un vif plaisir en fait, de discuter avec vous, ce qu'on a pu faire. Avant de vous laisser, je voulais savoir s'il y avait des questions plus d'ordre général, donc qui ne sont pas trop spécifiques, c'est-à-dire des questions qui pourraient être directement allouées à Catherine ou Elisa. Donc, Vincent? Oui, je me demandais si c'était possible de travailler à temps partiel pendant l'université comme enseignant ou comme suppléant, des choses comme ça. Elisa? C'est surtout une question pour Catherine, avec les stages, elle est plus à l'affût là, de ça. Mais de ce que je sais par expérience, en fait, les commissions scolaires demandent, je pense, un 15 crédits d'études. Est-ce que c'est relié avec ton bac en enseignement? Je pense que oui, mais sous toute réserve. Et par la suite, oui, il y a des étudiants qui font de la suppléance ou des petits contrats. Mais nous, c'est sûr qu'on privilégie vos études. Oui. Alors, le cheminement, suivre le cheminement, être à temps plein, c'est ce qui est important, là. Merci beaucoup, Elisa. Anicia? Oui, dans le fond, je me demandais par rapport à les notes et tout, dans le fond, j'ai compris qu'on avait comme la note compétence, la note scolaire, on va dire. Oui. Est-ce que dans le fond, ces deux notes vont avoir un impact sur notre code Z? Et est-ce que dans le fond, les notes, par exemple, je ne sais pas s'ils sont en pourcentage ou ils sont déjà en A, B, C, D, mais si c'est en pourcentage, est-ce qu'on a un, par exemple, si on a 90, c'est sûr qu'on aura plus un barème spécifique, là. Il n'y a pas de barème. En fait, deux choses. D'abord, le barème à la Faculté de sciences d'éducation est pas obligatoire. Donc, ce qu'on a, nous, c'est qu'on doit mettre une note de type A+, A- et ainsi de suite. Maintenant, comment le A+, le A et le A- est fixé, il n'y a pas, en fait, une façon de faire dans la faculté. Ensuite, sur la question donc, du système Educatum, le système Educatum pour évaluer les compétences professionnelles, c'est un système qui est qualitatif. Ça ne compte pas sur votre note donc, du cours. Donc, c'est vraiment un jugement qui s'ajoute donc, pour avoir des informations qualitatives. Néanmoins, ça ne va pas être quelque chose donc, qui va être compilé dans votre note traditionnelle de notes, donc au niveau de votre relevé de notes. Ça va? Oui, merci. Super, merci beaucoup. J'irai avec Jimmy. Oui, en fait, moi, c'est une question pour Elisa. Elle avait dit qu'on avait, à chaque trimestre, il fallait avoir 12 crédits. Et je voulais savoir qu'est-ce qui arrive, c'est quoi les conséquences si on est en bas de 12 crédits, autre qu'un retard? Bien, en fait, 12 crédits, c'est le minimum, en fait, pour être à temps plein. Si tu regardes un peu dans le cheminement, tu remarqueras que tu as des trimestres à 15, 16, puis même certains programmes, là, ils ont un 19 crédits, je pense. Fait que c'est des trimestres bien remplis. Si tu suis pas, comme je te dis, le cheminement, tu sais, c'est sûr que, bon, oui, tu as toujours une possibilité de le faire en 5 ans aussi. Bon, vous avez un maximum de 7 ans pour terminer un programme. Mais bon, il y a plusieurs étudiants qui ne veulent pas être retardés, mais si toi, tu es bien à l'aise avec ça, c'est sûr qu'il va falloir qu'on se parle, puis choisir les bons cours là, que tu dois suivre. Puis, c'est une exigence du programme d'être à temps plein. Alors, si tu ne demandes pas, tu peux demander le temps partiel. Tu peux le demander à la vice-doyenne, qui est Mme Josiane Robert. En fait, tu passes par moi et moi, je lui transmets la demande. Ça peut être accepté, mais pour un trimestre, pas pour un programme au complet, là. Puis, ben, c'est ça. Si toi, tu décides d'être à temps partiel et que Mme Robert accepte, mais il faut que tu sois conscient que tu ne finiras pas ton programme en 4 ans. Oui. C'est quoi le prénom de Mme Robert et c'est quoi son courriel? Ben, Mme Robert, ben, c'est Josiane Robert.
Son courriel est josiane.robert@umontréal.ca. Par contre, si tu veux faire une demande, c'est toujours mieux de passer par ta TGDE. Je ne sais pas si c'est moi ou Geneviève. C'est Geneviève. Geneviève, ben c'est ça. Tu passes par Mme Away, Geneviève Away. Puis elle, ben, en fait, elle va transmettre ta demande, puis elle va nous répondre ou te répondre en nous mettant en CC. Parfait, merci beaucoup. Rien. Merci, Jimmy. Donc, M. Mathieu. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant la carte étudiante. Au fait, dans le fond, on pouvait la faire déjà à partir de maintenant, est-ce que je comprends? Faudrait aller voir sur le site. Malheureusement, je n'ai pas été vérifiée, mais si vous êtes déjà admis, vous avez votre matricule, ça se pourrait que vous puissiez déjà la faire. Je pense aussi que oui. Je pense que oui aussi, mais le lien, comme sur la feuille de référence utile, bien, vous avez le lien en cliquant dessus, là, tu vas vraiment voir là, toutes les informations et comment procéder aussi là, pour faire ta carte étudiante. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Jimmy, je te demanderais de baisser ta main, s'il vous plaît. Donc, quand vous avez posé votre question, baissez la main. J'irai avec Mégane. Moi, je me demandais, là, est-ce que la note de passage, c'est 50 à l'Université de Montréal ou si c'est 60? En fait, la note de passage est une note qualitative, donc qui est égale à D. Oui, c'est ça. Maintenant, le barème n'est pas un barème quantitatif, on est dans une approche par compétence. Puis Ok. nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on note avec une lettre. Donc, A, A+, A, A-. Donc, ça dépend, en fait, du cours. Si quelqu'un a une évaluation qui est très critériée quantitative, là, on peut le fixer, mais ce n'est pas une exigence qui est demandée. Donc, ça peut être finalement une série de compétences minimales qui vont vous donner un D, par exemple, donc qui va faire que ça va pouvoir passer. Donc, on n'a pas de règle unanime à 50 pour la faculté parce qu'on a une notation qui est une notation qui est qualitative avec une lettre. OK. Puis aussi, ma deuxième question, c'est j'étais en train d'essayer de m'inscrire pour les cours. Puis il y avait un cours, c'est notion de biologie pour enseignants. Puis quand que j'essaye de le mettre dans mon panier, ça me dit qu'il faut que j'appuie sur la partie théorique, mais il n'y a pas de partie théorique. Donc, je ne sais pas si c'est juste pas encore ouvert ou si... Elisa? Tu es déjà étudiante à l'UDM ou tu es vraiment une nouvelle étudiante? Ben, je suis nouvelle étudiante, mais j'arrive quand même à mettre des choses dans mon panier, fait que je sais pas trop. C'est sûr que tu ne pourras pas, ça ne sera pas avant le 9 juin que tu vas pouvoir les transférer dans ton centre étudiant. Je ne sais pas trop comment expliquer. L'inscription finale, là, si tu veux. Là, tu me parles de quel cours que tu as de la difficulté? C'est notion de biologie pour enseignants. OK, le bio 1970? Oui, c'est ça. OK. Tu as sélectionné la section A, bien sûr. Je ne sais pas si je pense qu'il y a juste un de toute façon. Oui, c'est ça. Il y a un cours lié. Oui. Tu as le sélectionné aussi. Ben, il y en a juste un, mais je ne sais pas. En tout cas. OK. Tu essaies de le mettre dans ton panier que ça fonctionne. Moi aussi, j'ai le même problème. Puis, moi, j'étais déjà à l'UDM. OK. Dans le fond, c'est quand habituellement, tu cliques une partie théorique en premier et après une partie pratique. Puis là, c'est comme si c'est l'inverse. Ah, OK. Pratique en premier, puis il n'y a pas de théorique. Oui, c'est ça le problème. Ça arrive des petits problèmes techniques. En fait, je vous invite à m'envoyer le message que ça vous donne. Vous avez sûrement un message d'erreur que ça vous donne? Ou ça... C'est qu'en fait, on doit sélectionner l'autre section. On n'arrive pas à aller à la fin. Oui, c'est ça, ça dit. Le message qui t'a affiché, c'est écrit sélectionner la section théorique obligatoire. OK. Mais il n'y en a juste pas à sélectionner, fait que c'est ça. Moi, je vous inviterais... Oui, vas-y, Elisa, vas-y. En fait, je vous inviterais à faire le suivi avec Elisa parce que c'est très, très pointu comme question. Oui, ça ne regarde pas tous les étudiants ici. C'est bon. Oui, envoyez-moi un courriel, puis moi, je vais vérifier. Parce que des fois, bon, c'est juste un problème de programmation de cours. Alors, des fois, il faut, je dois demander à des personnes d'intervenir. Parce que, donc, c'est ça. Comme ça, ça peut être bien des choses. Fait que, envoyez-moi un petit courriel avec si vous avez un message d'erreur ou qu'est-ce que ça vous dit. Puis moi, je vais aller voir c'est quoi le problème. OK, parfait. Merci. Merci, Mégane. Gabrielle?
Oui, bonjour. En fait, j'ai déjà 2 ans de sciences biomédicales sous la ceinture et en regardant le cheminement obligatoire, là, j'ai quelques cours que je pense que je pourrais faire transférer ou faire la demande d'équivalence. Je me demande si, en faisant ça, si je tombe à moins de 12 crédits, est-ce que je tombe comme un étudiant en temps partiel? Ben, en fait, il faudrait voir, ben, il y a quand même un règlement au niveau des équivalences. Transfert, je veux juste rappeler, transfert, c'est vraiment un cours qui est le même sigle. On parle de même sigle de cours, OK? Si tu me dis que tu as bio 1334, parfait, à ce moment-là, tu peux faire une demande de transfert. Il y a un maximum c'est sûr, de crédits que tu peux faire des demandes de transfert d'équivalence, qui est le 50 du programme. Bon, pour sciences et 124, ça serait aux alentours de 60 crédits. Fait que c'est sûr que ça peut amener un étudiant, surtout dans les programmes en enseignement du secondaire, souvent, vous avez beaucoup de cours transférés parce que vous venez de d'autres des programmes comme bio ou sciences ou mathématiques ou quoi que ce soit. Là, à ce moment-là, oui, c'est sûr que le temps plein est exigé. On essaye le plus possible d'être à temps plein, mais si on arrive à la fin du programme, puis là, écoute, tu as fait tes cours, moi, je ne peux pas exiger que tu en fasses plus. OK. Là, à ce moment-là, je te dirais que troisième, quatrième année, si tu tombes à temps partiel, ben écoute, moi, je te laisse à temps partiel si tu n'as pas besoin du temps plein. Parce qu'on parle aussi, certains étudiants ont besoin du temps plein pour X raisons, assurance avec les parents, pré-étudiants ou autres. Fait que là, à ce moment-là, on se reparle puis on essaye de trouver moyen d'être à temps plein. C'est bon, merci beaucoup. Merci, Gabriel. Vincent? Oui, j'avais justement une question par rapport à ce que Gabriel a dit, mais c'était comme pas clair. Moi, par exemple, dans ma première session, j'ai 15,5 crédits, puis je pourrais peut-être essayer, là, je ne sais pas si ça va marcher, mais je pourrais peut-être essayer de faire une demande d'équivalence pour un cours à 4 crédits, ce qui me descendrait à 11,5. Est-ce que ça créerait un problème? Ben, encore là, faudrait, pour la première, comme tu disais, première et deuxième année, il faudrait respecter le temps plein le plus possible, à moins d'avoir une autorisation là, spéciale là, qui a été accordée par Mme Robert pour le temps partiel. Des fois, bon, on peut acheter, si mettons qu'au premier trimestre, bon, tu as fait bio, les 2 cours de bio, mettons, là, je prends comme exemple, ça t'amène à du temps partiel. On peut aller voir si tu peux t'avancer, aller suivre l'autre cours de bio de deuxième année. Mais il faut essayer de respecter le temps plein tout le temps, à moins que vous demandez à la vice-doyenne le temps partiel. Et à moins que vous ayez eu des équivalences, puis ça vous amène à du temps partiel, puis on ne trouve pas d'autres cours, mais ça, il va falloir en discuter vraiment cas par cas. Là. OK, puis j'avais une autre question. C'est pas très clair encore, là, mais ça, c'est vraiment du cas par cas, là, parce que c'est pas tout le monde qui a droit à des équivalences, c'est pas tout le monde qui a droit à des transferts de cours parce qu'ils sont nouveaux. Aussi, comme je dis, l'exigence, c'est du temps plein. Alors, c'est vraiment la direction qui autorise le temps partiel. Vraiment, c'est ça, c'est du cas par cas. Fait que vous m'écrivez, puis à ce moment-là, on regardera le dossier. OK. J'ai une autre question. Je me demandais c'était quoi exactement le numéro de matricule? Le numéro de matricule, en fait, quand tu as accepté ta demande d'admission, on t'a donné un numéro. Ça va être 2020, 2021, puis c'est 8 chiffres en principe. On a reçu ça. Quand tu as reçu ta lettre d'admission. On peut le voir sur le centre étudiant? Le centre étudiant aussi. OK. OK. C'est bon? Puis est-ce que fallait pas écrire, vous avez dit qu'il fallait écrire la matricule à quelque part pour. En fait, quand vous m'écrivez, on vous demande d'utiliser votre courriel de l'UDM le plus possible. Comme j'ai dit, je laissais une petite période de grâce aux étudiants les nouveaux étudiants de première année parce que bon, vous habituez. Puis, quand tu m'envoies une question, un courriel, dans ta signature, juste mettre le matricule parce que pour moi, c'est plus facile d'accès à ton dossier que d'aller chercher
avec ton nom, puis essayer de trouver, parce que parfois, vous pouvez être 10 au même nom, puis tout ça. C'est juste dans ton courriel. Quand tu m'envoies des courriels, essayez de prendre l'habitude de mettre vos matricules. Merci beaucoup. Gabrielle, en complémentaire? Oui, c'est encore par rapport là, à la demande de transfert ou peu importe. J'imagine que ces demandes-là doivent être faites avant de s'inscrire au cours. Pas nécessairement. En fait, quand vous allez aller là, sur le lien là, des équivalences, ça vous explique en fait, il faut que les demandes soient faites avant la 2e semaine de septembre là, pour les cours de l'automne, du moins. Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est, vu que les demandes d'équivalence, c'est de vous inscrire quand même dans les cours. C'est des demandes d'équivalence que vous demandez pour l'automne, inscrivez-vous quand même dans les cours. Si le cours, en fait, l'équivalence est acceptée, on va annuler le cours, tout simplement l'inscription. Même si ça a dépassé la date d'annulation sans frais, on va procéder à l'annulation sans frais de notre côté. C'est bon. Et une dernière petite question, là. Je suis sur le cheminement obligatoire de biologie en ce moment. Je vois que le cours ETA 2200, c'est écrit où le cours PPA 3300. Oui. Est-ce qu'on choisit lequel qu'on veut? Ou... Oui. OK. C'est bon. Oui. Vous devez prendre un ou l'autre. Bon, merci beaucoup. Merci, Gabrielle. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Donc, on pense avoir fait le tour. Donc, Gabrielle, est-ce que tu avais une autre question? Je vois que ta main est levée. Non, du tout, OK. Donc, collègues, ça a été d'abord un grand honneur et un grand plaisir d'échanger avec vous. Je souhaite remercier Catherine, Elisa et Héloïse pour leur présence aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas donc à écrire à nos collègues au niveau de CEFIM pour répondre à vos différentes questions. Sinon, moi, je vais vous laisser aller aujourd'hui. Donc, je vais vous envoyer d'ici 5 minutes donc, une liste de questions, donc de foires aux questions qui sont régulièrement posées aux gens au CEFIM. Donc, vous allez avoir peut-être des réponses à certaines de vos questions en suspens. Sinon, je vais vous laisser aller. Je vous souhaite une très belle saison estivale. Donc, merci beaucoup.